Avant qu'on commence, un petit point de vigilance. Si vous sentez que ce temps d'échange crée chez vous des émotions, bah, vous quittez la réunion, vous mettez sur pause le replay si vous regardez en replay, et puis vous pouvez appeler les 2 numéros de téléphone qui s'affichent, qui sont des numéros d'aide pour les personnes victimes de violences. Donc bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce rendez-vous de The Projet. On va parler ce soir d'un podcast qui s'appelle Des femmes violentes et je laisse la parole à Bénédicte. Bonsoir et merci Caroline. Alors, des femmes violentes, comme on va le voir sur la slide suivante, c'est un podcast qui est conçu par Charlotte Bien-Aimée, qui est animatrice radio, documentariste, productrice, autrice, qu'on peut entendre dans Les Pieds sur Terre pour France Culture et un podcast à soi sur Arte. C'est le fameux podcast qui supporte celui que je vais vous présenter ce soir. Ce qui m'a paru important de vous faire part par rapport à ce podcast, c'est 3 choses. Quel, et je mets des gros guillemets, profil ont les femmes qui sont en prison? Quelle est la réponse pénale apportée ou pas? Et quelles prises en charge thérapeutiques et sociétales sont proposées? Pour aller un petit peu plus loin, donner quelques informations sur ce podcast, la question qui est abordée, c'est qu'est-ce qui peut déclencher la violence chez les femmes, et avec notamment le travail de Natacha Tchetkouti, et j'espère que je n'écorche pas son nom. Je vous ai mis le lien de son site internet qui regorge d'informations complémentaires sur ce qu'elle produit, et vous allez en voir une bonne partie dans ce que je vais vous présenter par la suite. Quels profils ont les femmes en prison? La première des choses, et ça va m'amener une première question pour vous. Donc, dans l'étude de Natacha Tchetkouti et d'autres études sociologiques, à votre avis, environ combien de pourcentage des femmes incarcérées ont fait l'objet de violences conjugales ou intrafamiliales? C'est 83% des femmes incarcérées qui ont subi par le passé ou encore maintenant ces violences. Elles ont subi aussi d'autres violences telles que le racisme, la précarité, les réseaux de prostitution, et je ne suis pas exhaustive. Et un chiffre qui m'a aussi beaucoup alertée, c'est qu'il y a 5,5% de ces femmes qui sont en récidive ou réitération. Réitération, donc une nouvelle infraction qui est différente de la première ou de la précédente. Alors, en fait, ce podcast, il est constitué de quoi? Outre les études sociologiques, de témoignages de femmes qui ont vécu la prison avant, pendant et après. Donc, il y a Zineb, il y a Ève et une détenue qui a souhaité rester anonyme. Et elles ont des points communs qui sont vraiment révélateurs. À votre avis, lesquels? On peut dire que les points communs, c'est des familles dysfonctionnelles avec des parents qui ont été violents, alcooliques, absents, ça vous l'avez dit. Donc des jeunes filles adultisées très tôt. La fugue, les fugues à l'adolescence, une délinquance précoce, plusieurs actes délictueux ou criminels avant parfois une première condamnation, de l'alcoolisme et les réseaux de prostitution. Et je pense ne pas être encore exhaustive sur ce point-là, bien malheureusement. Alors, la réponse pénale dont on parlait tout à l'heure, et je vais mettre encore le ou pas. Est-ce qu'il y a une réponse pénale? Alors, je dirais qu'il y en a 3. Pas de réponse pénale, le ou pas. Ou alors elle est disproportionnée, ou alors elle est non réparatrice. Et je vais vous développer un petit peu tout ça. Alors, pourquoi absente? Parce que parfois, les juges préfèrent ne pas prononcer de sentence, ou en tout cas ordonner une détention, parce que ces femmes doivent assumer leur rôle de mère et de gestionnaire du foyer, aka les tâches ménagères. Si elle est disproportionnée, cette réponse, c'est parce que les femmes, statistiquement, encourent entre 15 et 20 ans pour un homicide, alors que les hommes encourent seulement 7 ans. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs réponses. Déjà, la formation des magistrats qui ne leur permet pas de comprendre l'emprise ou qui ne souhaitent pas parfois comprendre l'emprise. Et donc, la légitime défense qui, bien au contraire, ne se traduit pas comme telle, mais qui se base encore trop souvent sur l'aliénation parentale. Et quand elle est non réparatrice, cette réponse pénale, c'est que parfois les femmes demandent à avoir des allègements de peine, mais qu'on leur demande d'assumer un rôle, celui de meurtrière, donc de bourreau, alors qu'elles-mêmes, ce qu'elles ressentent, c'est d'être victimes de ce qu'elles ont vécu. Et cette obligation peut amener à un abandon de leur demande. C'est une nouvelle violence. Alors, les réponses thérapeutiques et sociétales, et j'ai séparé les analyses que j'ai pu faire à l'écoute de ce podcast. Donc, d'abord, les réponses thérapeutiques.
Zineb explique que quand elle a 16 ans, elle est placée sur ordonnancement d'une juge en hôpital psychiatrique. Et cette juge commence à penser, après plusieurs actes délictueux, qu'elle a peut-être un problème mental. Donc, elle se retrouve pendant 1 mois en hôpital psychiatrique avec des médicaments. Elle explique qu'elle est complètement zombifiée, ce sont ses termes, qu'il n'y a aucune activité à part la PlayStation et qu'elle est confrontée à des adolescents dans une souffrance psychique qui est parfois plus compliquée que la sienne et que ça a été très compliqué de revenir après dans ce foyer parce que ça forme une bulle et que c'est compliqué de réintégrer un foyer qui est violent. Développer ou d'expliquer le terme d'aliénation parentale. Oui, avec plaisir. Alors, il n'y a pas de consensus scientifique autour de ce terme. C'est en tout cas certains psychiatres qui pensent que les parents qui ont une aliénation vont en fait aliéner leur enfant pour que celui-ci serve de faire valoir pour, par exemple, ne pas obtenir la garde, pour avoir une pension alimentaire plus élevée. Et donc, ça, en fait, empêche de reconnaître le côté la parole de l'enfant a une valeur, elle doit être entendue et ce n'est pas une manipulation des parents. Ève, quand on lui parle, quand en tout cas Charlotte Bien-Aimé l'interroge sur un suivi psychothérapeutique, elle en rit. C'est très cynique parce qu'elle n'a jamais appris à prendre soin d'elle et c'est ça aussi qu'il faut mesurer dans la violence qu'on subit quand on est enfant, c'est que quand on n'a pas appris, on ne sait pas le reproduire à l'âge adulte et pour elle, la psychothérapie amènerait à prendre soin d'elle et c'est n'est pas possible. Elle prend soin des autres, pas d'elle-même. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un enfant fait partie de plusieurs systèmes, le système familial, le système scolaire, le système des loisirs, enfin, bref, ce qu'on peut appeler plus largement la systémie. Et la réponse des juges semble uniquement tournée vers ce que l'enfant fait. À aucun moment dans ce podcast, il n'est fait mention d'appel auprès des services sociaux, donc on parlait de l'ASE tout à l'heure, pour enquêter sur ce qu'il se passe dans les familles, dans la cellule familiale et qui pourrait mettre à jour toutes les déviances et tous les abus, toutes les agressions dont on parlait tout à l'heure. Et alors, la réponse sociétale, en est-elle une? Donc, la première des choses que montre Natacha, en fait, dans les études sociologiques, c'est que les hommes ne sont pas intrinsèquement plus violents que les femmes. Ils sont traités différemment. Et elle dit que la société encadre beaucoup plus les jeunes filles que leurs équivalents masculins. Par exemple, elles n'ont pas de droit de rentrer chez elles plus tard qu'une certaine heure, alors que c'est toléré pour les garçons. Et que le mot de délinquance féminine n'est pas entendable pour beaucoup de familles. Donc, il y a une sévérité, une précaution qui est prise en amont. Sinon, c'est un tabou qui rejaillit sur toute la famille. Et en prison, quelque chose qui vraiment m'a interrogée, alors ce n'est pas le premier mot masculin qui n'existe pas au féminin, il n'y a pas de féminin au mot voyou. Donc, d'après ce qu'expliquait un gardien de prison, ils appellent le quartier des filles, les filles. Et ce mot, il renvoie à quoi? À une infantilisation de ces femmes et à une dépossession de ce qu'elles ont pu subir, commettre également, mais subir aussi. Et la violence féminine est vue comme un pouvoir, donc elle a besoin d'être invisibilisée dans une société patriarcale. Alors, quelques pistes de réflexion, et vous en aurez peut-être d'autres. Quelle formation, justement, pour les magistrats et avocats quand on parle encore de l'aliénation parentale? Pourquoi ne pas éduquer les garçons de la même façon que les filles, en tout cas dans une plus grande proportion? Et quelle formation pour les psychiatres et psychologues? Et puis alors, pour finir, un petit quiz pour voir si certains chiffres, certains termes ont été retenus. Alors, 78% des femmes qui sont en prison ont subi des violences avant leur incarcération. D'après vous, c'est vrai ou c'est faux? 83% des femmes ont violé. Alors, une autre question. Zineb a-t-elle pu tirer profit de son séjour en hôpital psychiatrique car elle a bénéficié d'un suivi? C'est faux, effectivement. Et enfin, une dernière question. Les filles, est-ce que c'est un terme adapté pour protéger les femmes en prison? Là, les gens disent non. Ouais. Et vous avez raison, effectivement, au contraire. Et j'ai voulu faire quand même une petite bibliographie parce que Charlotte Bien-Aimée a sorti un livre à soi, donc qui fait référence au podcast l'année dernière. Vous trouverez aussi un livre de Natacha Chetskouti, j'ai du mal avec son nom, Violence envers les femmes, 3 pas en avant, 1 pas en arrière, qui est un peu plus ancien.
Alors, les statistiques des récidives et réitérations, je vais y arriver, je les ai pris sur gouv.fr, tout simplement. Et alors, pour ceux qui sont abonnés au Cairn, il y a eu un entretien autour d'une étude à laquelle Natacha a participé sur les femmes en prison, pour aller plus loin.